Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entre des conditions climatiques extrêmes, la lenteur de la reconstruction et des cas d'arnaque infâmes, les temps sont durs pour les victimes du séisme d'Al Haouz de septembre 2023. Si 9600 habitations ont été construites ou réhabilitées grâce à l'État, ce qui reste à faire est bien plus important et nécessite vigilance et fermeté. Entrepreneurs, représentants de l'administration ou agents de l'autorité, le ministère de l'Intérieur sanctionne les escrocs qui ont violé sans vergogne les droits des sinistrés. La chasse aux fraudeurs continue et aucun écart ne sera toléré. Et pour éviter que cela se répète, comme dans tout état de droit, il faut plus de transparence et une gestion irréprochable des fonds publics et des aides dédiées aux sinistrés. Le plus important est de reloger tout le monde dans des maisons sûres, dignes et surtout vite. Du coup, plusieurs questions s'imposent, dont celle relative à l'Agence de développement du Grand Atlas créée en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dont le calendrier de réalisation s'étend de 2024 à 2028. Nous allons traiter de cette question ainsi que d'autres qui sont malheureusement toujours d'actualité concernant la reconstruction d'Al Haouz avec mes invités, avec moi sur le plateau, le professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed V de Rabat, professeur Hassan Al-Arafi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Avec nous également, il est architecte urbaniste, Rachid Boufous, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Alors, le comité de vigilance et de suivi chargé de la reconstruction dans la province d'Al Haouz poursuit ses efforts et ses interventions sur le terrain pour reconstruire, et ce, dans les différentes communes touchées. Un point d'abord, messieurs, sur ce processus. Rachid Boufous, le point sur la situation, et là on va parler terrain, on parle d'un chiffre, on parle de quelques 9600 habitations construites ou réhabilitées. On va même jusqu'à pousser ce chiffre jusqu'à 12 000 d'ici fin janvier, et les autorités se félicitent d'un chiffre record. Commentaire. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à Mazir, à vous et à tous les Marocains. Merci, Barakallahu. Et en espérant que nous serons encore une fois aussi unis, aussi solidaires que nous l'avons démontré auparavant, et notamment en matière de solidarité vis-à-vis justement des sinistrés de Al Haouz, où tout l'État marocain, avec, y compris toute la nation marocaine, s'est mobilisé effectivement pour venir au secours donc, de ces milliers de sinistrés. Ça a été des moments difficiles que nous avons d'ailleurs relatés ici à l'époque. Et je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage aux autorités locales, notamment au wali, gouverneur, qaïd, etc., les différents services extérieurs, les forces publiques, d'avoir d'abord su gérer et encadrer cette opération qui est très difficile. Difficile par la nature même du lieu de l'intervention, de la géographie très contrainte, notamment des montagnes de l'Atlas. C'est aussi un élan de solidarité important du point de vue donc des engagements de l'État marocain. C'est une première. Aujourd'hui, on teste cette aide directe vis-à-vis donc des populations. C'est quelque chose qu'on a testé un petit peu dans les villes, mais aujourd'hui à grande échelle, donc sur ça. Effectivement, c'est pas la première fois, parce qu'il y a eu les aides Covid quand même. Tout à fait, mais les aides directes à la reconstruction, c'est-à-dire on les utilisait dans le recasement, le relogement, etc. Aujourd'hui, on a essayé de les adapter sur un sinistre de grande ampleur. Effectivement, il y a des soucis qui sont surtout techniques, moi je pense, parce que l'État a engagé l'argent, donc les gens ont touché les avances, donc il y avait un calendrier justement de décaissement donc des aides en fonction de la réalisation, du taux de réalisation des logements. Il faut savoir que c'est très difficile d'intervenir dans ces endroits, donc il fallait d'abord trouver déjà les terrains qui allaient accueillir les nouvelles habitations, ce qui n'était pas évident, donc il ne fallait pas autoriser les gens à reconstruire sur les sites mêmes, donc il fallait trouver de nouvelles parcelles, donc il y avait des problèmes fonciers, justement, il y avait des problèmes liés justement à la mobilisation des entreprises, des petits constructeurs, etc., qui allaient aider ces populations, vous l'avez relaté tout à l'heure.
si globalement l'opération s'est très bien passée jusqu'à présent, il y a eu quand même, on a relevé un certain nombre d'entrepreneurs véreux, qui ont été poursuivis d'ailleurs par les autorités. Pas que. Et qui ont justement abusé de la confiance de ces populations. Et donc, il y a ce problème technique, il y a aussi le problème que ces gens sont choqués aussi psychologiquement, et je ne sais pas s'il y a eu réellement un suivi, parce que, encore une fois, ce sont des gens qui ont vu toute leur famille disparaître donc en quelques minutes, et revenir, c'est-à-dire rester sur les sites où ils habitaient et leur dire vous allez reconstruire votre logement dans la zone, je pense que ça a été aussi assez difficile, ce qui explique peut-être donc ces hésitations, ces retards justement des populations à vraiment concrétiser, donc à aller dans la même cadence que celle souhaitée par le gouvernement. Alors, vous avez parlé du financement, on parle d'un budget prévisionnel global de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Et quand même, hein, c'est une population cible de plus de 4 millions, de 4,2 millions de personnes dont on parle ici. Professeur Al-Rafi, sur ces 120 millions, parce que vous avez parlé tout à l'heure de financement, de programmation financière, la contrainte n'est pas financière du moins. Déjà, il faut le soulever. Ce n'est pas un problème de finance. Mais c'est sur ces 120 milliards sur 5 ans, que sait-on réellement de la programmation de ces 120 milliards sur 5 ans? Oui, bon, c'est tout à fait normal parce que c'est un programme pluriannuel qui va durer jusqu'à 2021. Et d'ailleurs, c'est la durée de vie de l'agence. De l'agence. On en parlera justement après. C'est la durée de vie de l'agence. C'est tout à fait normal parce qu'il y a des projets structurants, il y a des projets urgents, il y a des projets de grande envergure. Bon, il y a l'infrastructure et donc on ne peut pas faire du jour au lendemain de reconstruire toute une zone. Ce n'est pas évident, c'est facile à dire, mais on devrait dire que le gouvernement, le gouvernement a pensé au détail le plus ancien dans la programmation, sincèrement. Il a pensé même, par exemple, aux agriculteurs de leur ramener le bétail et l'alimentation de bétail. Oui. Donc, le programme a été très bien ficelé. Ça, on peut pas le nier. Aujourd'hui, le HIC est dans le rythme de réalisation. Déjà, il y a des avancées qui sont importantes, à mon avis. C'est au niveau d'abord des subventions au niveau social, les subventions qui sont accordées pour la reconstruction soit des maisons qui ont été entièrement détruites ou partiellement détruites, suivant un seuil, 140 millions. Etc. Et donc, les aspects techniques, et je pense que mon collègue est le mieux placé d'en parler, les étudiants, ce n'est pas évident, à mon avis, à travers ma petite expérience dans les marchés publics, ce n'est pas évident. Et donc, parfois, ce qui peut retarder, ce sont les choses qui sont liées à la programmation. Et donc, parfois, on peut se tromper dans les études géotechniques, parfois la manière dont on a rédigé les cahiers de charges dès le départ. Et donc, on sait très bien que les choses ont été faites dans la rapidité, pour ne pas dire dans l'activité. Et aussi... Parce qu'il y avait l'urgence aussi. Et plusieurs maîtres d'ouvrage, ils ont eu recours à des marchés négociés pour faire accélérer les choses. Et parfois, dans ce genre de processus, on oublie un peu quelques spécificités techniques qui conditionnent la réussite de projet. Et donc, quand on exécute, bonjour les problèmes. On sait très bien Quelles sont ces spécificités techniques qui auraient pu éviter ces retards de construction, de reconstruction? Je peux dire, pour la simple... Il suffit d'après ce qu'on a dit, parfois on impute les choses aux études techniques. Et si les études techniques ne sont pas, qui n'ont pas une grande marge, qui ont une grande marge d'erreur, ça demande de refaire et de rediriger les spécificités techniques parfois. Et donc, il en est de même au niveau des prestations architecturales. Donc, ils ont une certaine marge d'erreur, mais lorsque les cahiers de charges ne sont pas bien, et surtout dans une zone qui a des spécificités urbanistiques, qu'on ne peut pas
la comparer à comment on va construire 200 000 logements ou quelque chose comme ça. Et donc, je pense, le contexte, il était difficile. Il était difficile aussi bien pour les maîtres d'ouvrage, les entreprises, parfois, il y a des opportunistes, comme l'avait dit, donc il y a parfois des entreprises qui ont la hâte à décrocher des marchés, mais parfois ils n'ont pas les capacités et donc, si on essaie de fédérer tous ces problèmes, c'est normal qu'on aura des... Et l'administration, avec le comité, il y a un comité de vigilance et de suivi, il est en train chaque fois de rectifier le tir. Et donc, ce mouvement itératif, entre chaque fois voir ce qui se passe au niveau de la réalité, au niveau des réalisations, et il faut revenir au cahier de charge, et parfois il faut faire des désavants. Et donc, le résultat direct... Est-ce que ce serait une gestion pas assez décentralisée selon vous? Je pense, à mon avis, le choix... D'ailleurs, ça c'était un projet territorial. Donc il y a tous les départements. Donc, imaginons si l'État n'a pas créé cette agence et que chaque maître d'ouvrage il va essayer de faire ses ouvrages à sa manière. Si vous aurez un retardement, je vous garantis que vous aurez un retardement. Je pense que le rôle de l'agence est extrêmement important parce que c'est un moyen fédérateur de tous les moyens. Et dans ce cas-là, les départements concernés, ils versent l'argent à cette agence et c'est l'agence qui gère l'argent au niveau... Les 120 milliards, comment ils sont financés? Ils sont financés d'une part par le budget général de l'État, donc ce n'est pas une grande partie, c'est presque au niveau de 2025, c'est 5,5 milliards. Il y a aussi les partenaires et les citoyens, les contributions, donc c'est 16,7 milliards. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que le projet, il est financé en grande partie, pas par le budget général de l'État, il est financé par d'autres partenaires. Et ça, c'est un signal fort de la solidarité des Marocains pour participer à ce projet. Il y a aussi... Mais l'État doit être garant de la bonne... de la bonne exécution de ce budget. Je pense il faut qu'on soit équilibré dans notre raisonnement. C'est vrai, si on s'inscrit dans la propre logique de celui qui souffre, il n'a pas le temps pour attendre, et surtout avec le froid. Exact. Et on comprend pourquoi les gens, que parfois des actes ils suscitent, ou ce retard il suscite un mécontentement de la part de la population. Ça, on peut le comprendre. Mais je pense qu'il faut mettre les choses dans le contexte pour les appréhender de toute leur complexité. Ne pas rendre l'État qui doit plaider coupable. Non, je pense que des efforts... Mais l'État sévit pour arrêter les coupables. Oui. Vous avez parlé d'entrepreneurs véreux, il y a aussi des agents d'autorité qui ont un abus de position, un abus de pouvoir. On a un arsenal. Oui. Le problème, à mon avis, les problèmes d'exécution, ils trouvent leur origine dans la programmation. Très bien. Je pense... Rachid Boufouch, j'aimerais bien vous entendre sur cette question d'exécution et programmation. Et aussi, est-ce que c'est ce qui peut-être donne lieu à des fraudes et quelle nature de fraude? Écoutez, je pense que vous connaissez un petit peu mon point de vue. Je l'ai réitéré à plusieurs reprises ici sur vos plateaux. Dès octobre 2023, même pas un mois après le sinistre, si effectivement, moi je ne suis pas contre les directs, qui peut être intéressant dans des projets d'accompagnement de populations précaires ou souffrant de problématiques liées au recasement ou au relogement. Mais je pense que cette approche de l'aide directe n'était pas adaptée pour ce projet, vu les spécificités même des situations géographiques de ces sinistres. Parce qu'on parle aujourd'hui de 60 000 logements qui sont détruits entièrement ou qui sont gravement fissurés ou fissurés moyennement, mais qui sont éparpillés sur un vaste territoire, sur 5 provinces, sur 3 wilayas. Donc ça pose le problème même à la base. Vous parliez de programmation, moi je parle même de mobilisation des ressources. Les autorités ont fait un excellent travail avec les comités locaux, etc. Mais si on suppose que juste qu'il y ait une personne qui s'occupe que de suivre à peu près 100 ménages. Il faut au moins 600 personnes de chaque administration qui puissent suivre. Alors, vous multipliez ça par le nombre d'administrations, le nombre d'intervenants, d'architectes, d'ingénieurs, de laboratoires, etc. Ça fait un nombre énorme, alors que
globalement, au Maroc, nous n'avons pas toutes ces ressources. Donc, moi, j'aurais été pour une reconstruction faite par l'État, et uniquement par l'État. Ça nous aurait effectivement évité donc, tous ces problèmes donc, au niveau local. Nous aurions construit une 50aine de villages de part et d'autre de l'Atlas, regrouper les gens par affinité ethnique, par affinité tribale, etc. Et de leur mettre dans ces villages en bas, sur les plaines et les piémonts, les équipements qu'il faut. Aujourd'hui, on va construire les équipements donc, en altitude. Donc, combien on va construire d'équipements? Est-ce qu'on va ramener la route jusqu'à chaque douar? On va donner une école à chaque douar, un centre de santé à chaque douar? Donc, moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas la bonne approche. Maintenant, ça a été fait. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout et puis essayer de rattraper le coche, parce qu'encore une fois... Parce que l'agence de développement du Grand Atlas, une fois opérationnalisée, peut rattraper, peut jouer son rôle ou remplir une de ses missions de façon optimale. Au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai rendu hommage au ministère de l'Intérieur et de ses agents, c'est que le ministère de l'Intérieur, à travers les walis, les gouverneurs, etc., qui aujourd'hui est offrant. Donc c'est lui qui fait à travers, donc, qui anime toutes ces commissions locales. Alors l'agence, je ne sais pas si elle est opérationnelle ou si son directeur a été nommé ou pas encore. À quelle échéance elle va rentrer? Comment elle va intervenir? Est-ce qu'elle va être maître d'ouvrage direct donc et contrôleur de ce mode de construction? Parce qu'encore une fois, il faut contrôler comment les gens construisent. Parce que ce sont les habitants, les sinistrés qui construisent eux-mêmes sur la base de plans d'architectes et de plans de bureaux d'études, d'accord? Et ces plans, effectivement, respectent les dispositions du règlement général RPS 2000 sur le parasismique, mais est-ce que dans la réalité, ce qui va être exécuté par les petits tâcherons, par les petits constructeurs, est-ce que ça va répondre justement à ces normes? Donc, ça suppose un contrôle. Qui va faire ce contrôle? Et si ce sont les autorités qui vont le faire, ça prendra énormément de temps pour ces gens et énormément de ressources que nous ne possédons pas. Il faut le dire. C'est pour ça que dès le départ, moi, j'avais opté pour une responsabilité de l'État en matière de sinistre, comme on le voit dans le monde entier, qu'il fallait que l'État marocain prenne en charge cette reconstruction, qu'il la pilote lui-même. Ça aurait été, on aurait gagné en temps, on aurait gagné en diversité d'intervenants, on aurait fait des partenariats publics-privés entre l'État marocain et entre les promoteurs et les constructeurs au Maroc. Et on a d'excellents promoteurs et d'excellents constructeurs au Maroc. À titre d'exemple, rien que dans l'habitat social, nous avons un seul promoteur qui construit jusqu'à 25 000 logements par an. Donc si on parle de 60 000 logements, si on regroupe une dizaine de promoteurs et de constructeurs sur des cahiers de charges bien précis, nous aurions fait cela en 2-3 ans sans aucun problème, avec l'assurance d'avoir des logements réellement sûrs, avec des équipements construits à proximité et non éparpillés sur un immense territoire. Alors, je n'ai pas trop envie de critiquer ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait déjà est énorme. Maintenant, c'était sur les modalités de vraiment d'encadrement réel que nous avons pêché un peu par urgence. Mais c'est pour ça que l'opérationnalisation de cette agence du développement du Grand Atlas, dont le directeur général a été nommé au Conseil des ministres, qui est un ingénieur de génie rural, qui connaît le monde rural et qui connaît le monde agricole, pour avoir aussi officié au ministère de l'Agriculture antérieurement. Mais la question qui se pose, c'est comment cette agence va réellement assurer cette gouvernance et accélérer le processus de reconstruction. Justement, c'est ce know-how aujourd'hui que personne, cette feuille de route, personne ne l'a écrite, personne ne l'a déclinée. Nous ne savons absolument rien. Peut-être qu'elle est écrite, mais il y a un mutisme, c'est sûr. Il y a un mutisme aujourd'hui, manque de communication. Le manque de communication aujourd'hui est criant. Depuis le début, donc depuis la survenance, enfin, du sinistre, donc le 8 septembre 2023, je suis venu à plusieurs reprises ici chez vous, je n'ai jamais vu de vis-à-vis
du ministère ou de certaines autorités responsables de cette reconstruction. Donc nous manquons d'informations. On nous distille quelques informations de temps en temps. On nous dit qu'il y a 8 000 logements, qu'il y a 9 000 logements. On a des images, on les a vues tout à l'heure de tel ou tel. Ce sont des images de nos envoyés sur place. Effectivement, la reconstruction est en malheureusement, cours. Sur les images que nous voyons, effectivement la reconstruction s'est faite, mais malheureusement sur les images que nous voyons la survivance de cette architecture que nous voulions abandonner depuis longtemps, c'est-à-dire ces fameuses boîtes totalement hideuses, avec aucun respect de l'architecture locale, comme l'avait recommandé Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc il y a des soucis, moi, par rapport à ça, ça me dérange un petit peu, parce qu'il fallait quand même aller sur ces instructions, essayer de les faire, de les suivre, mais sur un modèle d'intervention originale qui aurait été justement la reconstruction par l'État. Elle aurait permis justement le respect de cette architecture locale, et aussi, surtout le plus important, c'est quoi? C'est de donner à ces gens des équipements nécessaires, c'est-à-dire des écoles, des collèges, des lycées, pas loin, à côté de routes praticables, et que les femmes aujourd'hui qui tombent enceintes, qu'on ne soit pas obligé de les monter sur des civières pendant plusieurs heures pour les ramener vers une route pour être embarqués dans des ambulances. C'est ça la réalité aujourd'hui sur le terrain. Professeur Arrafi. Non, mais bon, si. Maintenant, les choses ont été faites avec la manière qui a été celle que nous connaissons. Un dernier mot, justement, pour l'accélération du processus de reconstruction. Moi, je présume, sous le contrôle des personnes qui sont sur le terrain, que la majorité des problèmes au niveau de l'exécution des projets, que ce soit à Al-Haouz ou ailleurs, on trouve leurs origines dans la façon dont on a conçu le projet. Et donc, moi, je reviens pour dire que la question de maîtrise d'ouvrage, que ce soit une maîtrise d'ouvrage directe ou une maîtrise d'ouvrage déléguée, pour moi, ça, c'est du détail. Mais l'essentiel, il faut choisir le mode de gestion le plus opportun afin qu'on puisse atteindre le résultat attendu. Ajoutons à ceci qu'il n'y a pas uniquement les problèmes techniques, il y a aussi les problèmes financiers. Moi, quand je vois que un solde positif de 13 millions signifie que vous avez 22 milliards presque, on a dans le compte spécial. C'est-à-dire là, on n'a pas de problème de l'argent. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas de problème de l'argent. Pas de problème d'argent. Le solde qui a été affiché, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la loi de finances. Avec un solde positif de deux choses l'une. Soit qu'on n'a pas exécuté, soit qu'on a engagé, mais on n'a pas exécuté. Voilà, la finalité est la même, pas d'exécution. Et donc, il faut chercher. J'ai lu beaucoup de déclarations de part et d'autre au niveau du web sur les causes de ce retard, mais je peux leur donner un titre. L'une d'elles nécessite, chaque maison nécessite 4 ouvriers par maison, soit un total de 104 000 travailleurs pour 11 000 logements. Seulement, excusez-moi, cela ne signifie pas, comme l'avait dit mon collègue, cela ne signifie pas que les personnes qui sont sur place, qui sont en train de travailler d'arrache-pied, au niveau du comité de vigilance, les autorités n'ont pas réussi à faire. Ils travaillent avec les moyens de bord. Bien sûr. On sait très bien qu'ils travaillent dans des conditions. Mais je pense que l'agence a été créée avec une philosophie qu'il faut la mettre en place. On n'attend que ça. Voilà. Un mot de la fin, vraiment, ou en 2 mots, Rachid Boufous. Moi, je lui souhaite beaucoup de chance à cette agence pour qu'elle aille de l'avant, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle ne va gérer que le côté financier, c'est-à-dire de gérer les avances pour que les gens permettent justement de finir leur logement. Vous parliez de maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, ce qui a été, ce dont a opté, enfin, ce pourquoi a opté le ministère, c'était l'aide directe, c'est-à-dire les gens eux-mêmes, les reconstructeurs, les autoconstructeurs, sont eux-mêmes maîtres d'ouvrage la construction. Donc il n'y a pas de cahier des charges, c'est eux, en fonction donc de ces plans, déterminent donc avec ces constructeurs donc artisanaux, donc ils vont aller chercher donc dans le souk pour construire leur logement. Donc ça reste très artisanal, pas assez efficace, pas assez efficient, et je pense qu'on va rester encore plusieurs années donc à parler de ce problème, à moins que l'État, pour ce qui reste comme programme, puisse justement prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et construire
justement des logements dans des villages pilotes avec une architecture maîtrisée comme l'a demandé Sa Majesté. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais c'est le rôle et c'est les missions de cette agence de développement du Haut-Atlas, mettre en œuvre la totalité des composantes et projets du programme, travailler en étroite collaboration avec les différents départements et parties prenantes et garantir des résultats enfin tangibles et durable pour les communautés du Haut-Atlas. Donc c'est ça, en fait, c'est cet organe-là qui doit tout... Je demande à voir. Tous, on demande à voir. Malgré l'urgence, oui. Même si on a mal interprété l'urgence, normalement, ne doit pas être un élément pour passer des marchés de gré à gré. Parce que quand je vois, par exemple, un maître d'ouvrage qui utilise l'urgence pour passer un marché de gré à gré, alors que l'exécution, elle est sur 2 ans. Il n'y a pas que le maître d'ouvrage. Là, on peut parler des architectes, on peut parler des topographes. Rien pour ne pas viser juste... Le maître d'ouvrage, c'est le plus important, parce que si lui... Les autres aussi sont importants. Non, ce sont des maîtres d'œuvre. Ils travaillent... Mais on parle de marché de gré à gré. C'est pour les fameux entrepreneurs véreux, pour reprendre l'expression de Rachid Bouffouz. Dans le domaine des projets publics, parce que, comme on dit, les erreurs de médecins, on peut les enterrer. Mais les erreurs de l'architecte, on ne peut pas les enterrer. On vit avec. On vit avec, parole d'architecte. Voilà. Parce que les problèmes qui ne sont pas bien réfléchis, les solutions ne sont pas bien réfléchies aujourd'hui, sont les problèmes de demain. Et rien ne prouve que l'agilité de la gazelle est mieux que la stabilité de l'éléphant. Merci beaucoup. Sur cette note, on ne peut plus philosophe et sage. Cette émission prend fin et en tout cas, on fera certainement le point dans quelques jours, quelques semaines pour voir l'avancement et suivre l'avancement très très important de la reconstruction de cette zone meurtrie par le séisme d'Al Haouz en septembre 2023. Messieurs, merci encore une fois. C'est Hassan Arafi, toujours un plaisir. Et bien sûr, c'est Rachid, plaisir renouvelé à vous de vous accueillir sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Très bonne soirée.